On va pouvoir débuter cette nouvelle table ronde. Tout d'abord, un grand merci à vous toutes et tous qui êtes venus. On sait qu'il y a la manif qui va bientôt débuter juste à côté. On est aussi ici pour d'autres formes de lutte, puisque on s'attache à poursuivre cette réflexion sur les médias, l'extrême droite et sur comment construire les résistances. Cette table ronde va s'intéresser en particulier à ceux qui enquêtent sur l'extrême droite, et on va voir que ça prend plusieurs formes, que ça soulève un certain nombre de problématiques, mais je vais d'abord vous les présenter. Alors, juste à côté de moi, il y a Thomas Lemayeux, qui est journaliste à l'Humanité et qui a pour particularité d'avoir été celui par qui le grand projet de Pierre-Édouard Stérin a été révélé, donc merci à lui. Juste à sa gauche, voici Marie Allénou. Marie est journaliste à rue 89 Lyon. Il faut le préciser. À côté de Marie, voici Christophe Cécile Garnier. Alors toi, tu es co-rédacteur en chef du service enquête de Street Press. Et à ta gauche encore, Elsa Sabado, qui est journaliste indépendante et qu'on connaît pour son travail notable au sein du collectif Hors Cadre. Voilà. Alors, j'ai envie de commencer par vous deux, Christophe Cécile et Marie, parce que vous travaillez sur les groupes d'extrême droite. Et est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu votre travail de journaliste ? Peut-être Marie, pour commencer. On sait qu'à Lyon, il y a de nombreux groupes très très actifs. Qu'est-ce que ça veut dire quand on est journaliste et comment est-ce que toi tu as fait ton travail ? Bonjour, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas rue 89 Lyon, je vais rapidement présenter le média. Nous, on est né en 2011, on est un pure player, donc 100% en ligne. Et depuis 2011, on s'est attaché à documenter la présence de l'extrême droite à Lyon, parce que aujourd'hui, on a des petits groupes qui font le coup de poing un peu partout en France. Mais pendant longtemps, Lyon a été une vraie place forte pour ces groupuscules. C'est le premier lieu en fait, où il y a eu de fortes violences. Avec des mouvements comme Génération Identitaire ou le Bastion Social qui avaient leur QG, leur base militante intellectuelle à Lyon. Et en fait, la plupart des médias lyonnais ou même nationaux ne s'intéressaient pas du tout à ce phénomène. Ils considéraient ça un peu comme du fait divers ou peut-être des affrontements entre antifascistes et fascistes. Ils voyaient pas vraiment la menace. Donc nous, notre premier travail, ça a été de se dire, on va documenter. À chaque fois qu'il y a une violence, à chaque fois qu'il y a un acte haineux, raciste qui est fait par les identitaires ou les nationalistes, puisque nous, on avait les deux mouvance à Lyon, on va l'écrire. Et ça, ça c'est un travail au long cours qui a été mené toutes ces années. Et cette année, en 2025, on a mené un travail de data en fait, où on a repris tous ces articles, on a effectué des recherches plus poussées aussi dans des archives de médias, dans des archives militantes, pour documenter la violence de l'extrême droite à Lyon. Et donc entre 2010 et 2025, on a identifié 102 actes, soit de violence, soit des actes haineux à Lyon. Donc ça, c'est un travail qui était important pour nous aussi, parce que ça permet d'offrir à des militants ou à des personnes qui luttent contre l'extrême droite des données, un vrai travail sur lequel ils peuvent s'appuyer pour, alerter les pouvoirs publics, pour eux-mêmes s'auto-former. Et donc, qu'est-ce que c'est qu'être journaliste qui enquête sur l'extrême droite ? Nous, c'est particulier parce qu'au local, on vit dans la même ville que les personnes sur lesquelles on écrit. Et donc, moi, j'ai pour l'instant de la chance, je n'ai pas eu affaire à de violences en direct, on va dire. C'est seulement des messages sur les réseaux sociaux, sur ma boîte mail, etc. Mais mon collègue qui enquêtait précédemment sur l'extrême droite, qui s'appelle Laurent Burlet, lui a eu des tags devant son domicile, a été intimidé lorsqu'il couvrait des manifestations de ces groupuscules. Donc il faut savoir ça quand on est journaliste qui enquête sur l'extrême droite, que c'est des choses qui sont possibles d'être menacées.
Et puis ce travail, il a permis de documenter aussi l'impunité de ces groupuscules d'extrême droite sur ce travail que vous avez fait sur ces 15 ans de violence, en effet. Oui, tout à fait. En fait, après s'être intéressé pendant presque 15 ans à la violence de l'extrême droite, on s'est dit, mais pourquoi cette violence, elle a été permise, en fait? Pourquoi ils ont réussi à s'implanter, à être dans une forme d'impunité? Et donc, on a, acte par acte, essayé de trouver quelles ont été les suites données par la justice, par la police à ça. Et on a, sur les 102 actes, on a établi que 70% sont restés impunis, c'est-à-dire sans condamnation ou sans intervention policière, par exemple, pour mettre fin à une manifestation. Donc c'était très important pour nous de faire ça parce que on s'est dit, aujourd'hui, ça essaime partout en France, cette violence de l'extrême droite. Il faut donner les clés, à la fois, comme j'ai dit, aux militants, mais éventuellement à des pouvoirs publics qui voudraient se dire comment on fait pour lutter contre cette violence, de dire qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché. Et donc on s'est plongé dans les dossiers d'enquête de police, dans des dossiers judiciaires pour dire mais pourquoi pourquoi on n'arrive pas à des condamnations. Et ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, il n'y avait pas eu de stratégie établie par le parquet, par les enquêteurs, pour se dire quand on a affaire à des violences d'extrême droite, quand on a affaire à des violences racistes, qu'est-ce qu'on fait? Comment on enquête? Comment on traite cette question spécifique? Et on sait que ça, c'est possible de le faire. Par exemple, sur les violences sexistes et sexuelles, intrafamiliales, il y a eu des formations de policiers, il y a eu des formulaires mis en place, il y a eu des stratégies, et ça n'a pas été fait sur l'extrême droite. Malheureusement, le parquet de Lyon n'a pas souhaité répondre à nos questions, n'a pas souhaité s'entretenir avec nous. Nous, on pose ça là et on espère qu'ils vont pouvoir s'en saisir. Merci. Je me tourne vers Christophe Cécile Garnier. Alors, Street Press sur l'extrême droite, on peut dire que vous êtes un des titres qui investit assez largement ce champ. C'est une petite partie de notre boulot, oui. Ça représente un peu pas mal. Non, mais oui. Déjà, merci pour l'invitation et pour l'organisation de tout ça du SNJ. Street Press, donc pour les personnes éventuellement qui connaissent pas, parce que encore une fois, on est nous aussi un petit média finalement. C'est un média qui s'est créé en 2009 et qui en fait dès le départ a voulu couvrir l'extrême droite différemment. Pour ceux qui connaissent pas forcément un peu les coulisses du journalisme, si jamais on avait commencé à traiter l'extrême droite de la même manière que peut traiter à l'époque tous les autres médias, Libé, Le Monde, BFM, tout ça, on n'aurait évidemment jamais pu tirer notre épingle du jeu et on n'aurait jamais été lu, quoi. Donc dès le départ, il y a cette idée de s'intéresser à ce qui n'est pas couvert par le reste des médias. Et en fait, en 2009, l'extrême droite finalement, c'est Jean-Marie Le Pen. C'est comme ça qu'il est vu par le reste des médias. Principalement, il y a quand même quelques journalistes dans certains médias qui font le taf. Au Monde notamment, ils avaient quand même des blogs spécifiques un peu pour couvrir cette extrême droite. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, le reste n'est pas trop couvert. C'est-à-dire, oui, les groupes comme à Lyon, mais il y en a ailleurs aussi depuis une quinzaine d'années. Des groupes violents d'extrême droite, mais on avait aussi toute la mouvance à l'époque avec Alain Soral. Faut se rappeler qu'en 2010, le site Égalité et Réconciliation, qui est donc le site de Alain Soral, est le site politique le plus lu en France. Il est devant des sites le site du Parti Socialiste, par exemple. Enfin, c'est les sites les plus visités, quoi, politiquement parlant. Et donc, du coup, en fait, dès le début, on a un panel de journalistes comme Mathieu Mollard, comme Robin D'Angelo, qui vont en fait s'intéresser à un peu toute cette marge finalement, et ça a un peu défini l'histoire de notre média et notre appétence derrière pour toutes ces trucs un peu dans l'ombre dont les autres médias éventuellement ne traiteraient pas. Et moi par exemple, j'ai commencé à travailler pour Street Press en 2017 et j'ai en fait très rapidement j'ai été sur des mouvements comme le Bastion Social que tu as décrit. Plus nationalement, moi j'ai été les rencontrer à Marseille et à Aix-en-Provence par exemple, mais voilà, ce type de mouvement néofasciste ou d'extrême droite violente qui faisait des agressions un peu en toute impunité. Et nous on a vraiment bossé notre culture entre guillemets sur l'extrême droite pour pouvoir savoir en fait c'est quoi son histoire, c'est quoi ses types, c'est quoi les différentes caractéristiques finalement, mais aussi aller voir du côté des influenceurs. En effet, alors Alain Soral à l'époque sur YouTube, il y en a encore aujourd'hui beaucoup sur YouTube, mais sur Instagram, sur TikTok, vraiment sur tous les réseaux sociaux, parce qu'on considère qu'en fait l'extrême droite depuis
30, 40 ans, joue dans son coin un peu, mais au fur et à mesure ça grandit sur la bataille culturelle, elle joue cette bataille-là, et qu'en fait, faut aussi enquêter sur un peu qui est-ce qui mène cette bataille-là. Ça va être par exemple un portrait d'un youtubeur d'extrême droite qui s'appelle Baptiste Marchais, qui est en fait un gars là qui a récemment fait l'actualité parce que dans un live sur YouTube, il a appelé à faire des représailles contre des juges d'application des peines, par exemple. Et donc nous, en fait, en suivant constamment ces gens-là, on permet en fait de documenter un peu leurs méfaits et éventuellement dans certains cas lancer des enquêtes comme avec Baptiste Marchais. Mais le travail de Street Press au départ c'est vraiment orienté sur la marge, et depuis on s'est quand même concentré sur le RN parce que malheureusement le parti est quand même entré en force à l'Assemblée en 2022, et du coup on a beaucoup enquêté aussi, notamment lors des législatives. On a participé un peu avec quelques autres médias à documenter en fait le nombre de candidats problématiques qu'il pouvait y avoir. C'était, je crois, de mémoire 106 candidats problématiques du RN sur 577 circonscriptions au moins. C'était pas genre 2-3 brebis galeuses comme même à dire maintenant Jordan Bardella, hein. Et donc voilà, on a beaucoup fait de travail à ce moment-là où on a vraiment décidé, toute la rédac en fait, en vertu de cette histoire finalement, a décidé, même des gens qui n'avaient pas l'habitude de travailler sur l'extrême droite, de se mettre à fond aussi pour couvrir vraiment ce moment qui était selon nous très historique parce que malheureusement l'extrême droite était en passe d'arriver au pouvoir en France pour la première fois depuis 80 ans. Merci. C'est un terrain quand même un peu particulier que vous explorez. Est-ce que dans la pratique journalistique, il y a une compétence particulière, des dispositifs que vous devez mettre en place pour pouvoir aller au bout de vos recherches? Oui, c'est vrai que enquêter sur l'extrême droite, c'est pas du tout enquêter sur, tout type d'enquête a un peu ses propres spécificités, son propre sujet, mais l'extrême droite c'est vraiment particulier dans le sens où direct le niveau de violence ou en tout cas d'antagonisme, surtout pour nous qui disons être contre l'extrême droite, est quand même assez fort. Donc en effet il y a des menaces, il y a évidemment des procès, on a plusieurs affaires, ce qu'on appelle des procès bâillons avec plusieurs personnalités d'extrême droite, et après c'est vrai que nous on a la chance globalement de vivre en région parisienne, et même si l'extrême droite a quelques groupes, on est perdu dans la masse, j'ai envie de dire. Donc j'ai pas cette peur un peu que tu as pu exprimer, cette crainte en tout cas que tu as pu exprimer, de se dire en fait on est dans une ville et ils peuvent nous tomber dessus. Mais ça arrive maintenant que je gère des pigistes un peu partout. Par exemple dans une ville comme Brest, moi le pigiste qui travaille sur l'extrême droite, il m'a dit on est 12 000, c'est quand même un peu plus facile de me retrouver. Et c'est vraiment en effet des éléments qu'il faut prendre en compte dès le départ. Et après c'est du coup se blinder à la fois sur les réseaux sociaux parce que le torrent d'excréments qu'on peut vous envoyer dans la gueule est assez phénoménal. C'est faire attention à chacun de vos propos évidemment parce qu'on va pouvoir vous renvoyer ça dans la tête aussi. Et après aussi c'est vraiment s'attendre à ne jamais avoir de réponse de la part du parti sur lequel vous enquêtez. C'est-à-dire que le RN ne répond jamais à nos questions. Ce qui m'étonne pas moi maintenant, mais je veux dire c'est pas commun quoi. En général quand on sort, là il y a 2 semaines on a sorti un article sur un attaché parlementaire, celui d'Antoine Villedieu, député de Haute-Saône, qui est un des policiers du RN. On a sorti que son attaché parlementaire tenait un site qui s'appelle Conservateur Punk et qui en fait publiait des visuels. Lui aussi il participait un peu de sa propre façon à la bataille culturelle par l'image, et en fait il publiait des visuels qui vantaient le néofascisme, la milice de Mussolini, qui appelait au putsch en France, qui a appelé au meurtre de communistes aussi notamment. Et donc nous on a sorti absolument toutes les infos. Il y a absolument zéro doute sur le fait que le gars et l'attaché parlementaire tient ce site-là. Et en fait le RN c'était vraiment oui ok on va voir, et ça fait 2 semaines que c'est absolument silence radio, et qu'en fait du coup pas d'autres médias il y a les médias locaux quand même heureusement qui ont parlé de cette histoire et qui interrogent régulièrement la personne, mais en fait si elle choisit de pas communiquer, le député Antoine Villedieu, il se passe rien en fait, il y a pas d'ouverture d'enquête en effet, il y a une très grosse méconnaissance en fait du danger que peut représenter cette extrême droite que tu disais aussi Marie par rapport à ça. Et c'est vrai que en fait des fois c'est un peu on a vraiment l'impression de travailler dans le vide, et qu'en se face vraiment il y a le silence en fait est leur meilleure option, parce que communiquer dessus pourrait leur valoir une dépêche AFP, et là dans ces cas-là tous les médias reprennent quoi. Mais c'est vrai que des fois on a un peu l'impression d'être seul. Merci.
Je me tourne vers toi, Elsa Sabado, collectif Hors Cadre. Est-ce que tu rencontres le même type de problématiques sur tes terrains d'enquête, et est-ce que tu peux nous parler un peu du collectif ? Ouais, je vais d'abord présenter un peu qui on est et ce qu'on a fait, et après, je pense pas qu'on rencontre exactement le même type de problème, mais je vais y venir. En gros, moi, je fais partie d'un collectif de journalistes indépendants qui s'appelle Hors Cadre. On est une vingtaine de membres, et depuis l'année dernière, en gros, on est tous journalistes indépendants, donc on fait chacun beaucoup de choses. On a tous une spécialité, et il se trouve qu'au fur et à mesure, plusieurs d'entre nous, dans des enquêtes, dans des reportages, a commencé à tomber sur des associations réactionnaires d'extrême droite qui, d'un seul coup, reprenaient de la vigueur et dont on s'est rendu compte, en mettant un peu en commun, qu'elles avaient pour point commun le fait d'être financées par un truc qui s'appelle la Nuit du bien commun. La Nuit du bien commun, c'est le gala de charité qui est financé par Pierre-Édouard Stérin, qui a distribué, je crois, 21 millions d'euros depuis sa création en 2017 à des associations qui ont toutes un ADN catholique et réactionnaire. Et voilà, donc se rendant compte du fait que ces associations avaient des fonds, menaient des actions et arrivaient sur notre terrain d'intervention. À un moment donné, il y a le fonds de la presse libre. Donc c'est un fonds qui est plus ou moins un satellite autour de Mediapart, qui fait des appels à projets et qui a fait un appel à projet spécialement pour enquêter sur l'extrême droite. Et quand le Fonds de la presse libre a fait cet appel à projet, Hors Cadre, on s'est dit, c'est le moment ou jamais de proposer des articles sur toutes ces associations qu'on avait rencontrées et qui avaient été récompensées par la Nuit du bien commun. Et du coup, c'est ce qu'on fait depuis 1 an. On a proposé 13 enquêtes, dont je crois 7 sont déjà publiées. C'est souvent des enquêtes en plusieurs volets. Et la spécificité de notre travail, c'est que, en fait, on a placé chacune de ces enquêtes sur des associations dans des secteurs différents à différents médias. Alors, pour donner un exemple, par exemple, moi j'ai enquêté sur une colonie de vacances paramilitaire qui faisait intervenir des prêtres d'extrême droite, etc. Et bien ça, on l'a placé dans le Bondi Blog. Les copines ont fait des enquêtes sur l'éducation à la sexualité, sur l'IVG, sur une colloque pour femmes enceintes ou jeunes mamans anti-IVG qui s'appelle Marthe et Marie. Ça a été plutôt dans la déferlante. On a décliné au point de vue local pour Le Poulpe, qui est un média d'investigation qui se trouve à Rouen, Médiacité Nantes et Médiacité Lyon. Tout à fait, Familia. Absolument. Voilà, et j'en oublie certainement, il y a La Disparition qui est partenaire, Reporter, La Déferlante, le Bondi Blog, Média. Bref, je vous invite à aller sur notre compte Instagram pour avoir le truc complet, en gros. Mais donc voilà, et donc on a fait toutes ces enquêtes. Hier soir, on a fait la soirée de lancement de notre projet, parce que toutes ces enquêtes ont été réunies sur une cartographie qui va être mise en ligne sur Basta. Bien sûr, j'oublie Basta. Toute cette histoire est portée par Basta Mag. Et donc cette cartographie va être mise en ligne sur Bastamag dès lundi, et où vous pourrez retrouver toutes ces différentes enquêtes qui sont un peu éparpillées sur des sujets épars. Voilà. Donc voilà, ça c'est le boulot qu'on a fait, et notre idée c'est de se dire, voilà, il y a Thomas Lemayeux notamment, mais plein d'autres gens plein d'autres médias, on l'a dit, qui enquêtent sur l'extrême droite au niveau institutionnel, on l'a vu avec le RN, au niveau par exemple des entreprises, des chefs d'entreprise, c'est ce que fait par exemple l'Observatoire des multinationales. Nous on s'est dit, ce qu'on va observer, c'est l'offensive de Pierre-Édouard Stérin au ras du sol, vraiment comment il travaille le terrain
qui sont, enfin voilà, et son terrain en gros c'est les endroits où les services publics sont défaillants, parce que eux proposent vraiment des services, alors des services à leur sauce, mais ils constituent vraiment une aide pour les gens. Ces femmes qui n'ont pas de blé pour élever leurs enfants, l'air de rien, leur maison Marthe et Marie, c'est une vraie aide. Les antennes, on n'a pas fait d'enquête sur Oasis Le Rocher, mais ce qu'ils proposent, Oasis, c'est une association qui s'implante dans les quartiers populaires, voilà, à Bondy, à Sainte-Musse, au Mureau. Et là, ils proposent des vrais services à la population. Et donc, ils aident vraiment. Sur la question de quelconque menace, pour l'instant, nous, on n'a pas eu de menaces. Les gens sur lesquels on enquête, là, l'entourage de ce terrain, les gens qui dirigent ces associations, ce sont des gens plutôt collés-montés pour l'instant. C'est plutôt la bourgeoisie, la notabilité, et assez peu ceux qui pourraient être plus susceptibles de taper directement, qui sont les faves de rue sur lesquels enquête plus Marie ou Christophe, voilà, Academia Christiana, etc. Donc pour l'instant, nous, on a juste eu et nous, ils nous répondent, par exemple, la nuit du bien commun, ils nous répondent systématiquement quand on leur pose des questions. Bon. Et par contre, ce qui se passe, c'est que par exemple, il y a eu une contre-enquête dans le JDD sur notre enquête la semaine dernière. Donc ils sont nuls, ils n'ont pas produit de nouvelles infos. On était très déçus, mais c'est quand même un truc où on se dit bon, on est sous leur œil. Voilà, je dirais que c'est surtout ça les menaces. Tu as parlé de la nuit du bien commun. Je voulais quand même signaler que le 4 décembre, il y aura une nuit du bien commun et qu'elle se passe à Paris. Et comme on est dans un espace militant aussi, signaler qu'il y aura de nombreuses manifestations et que la section carrément anti-terrain appelle à prendre des billets pour ne surtout pas se rendre aux Folies Bergères. Ils ont mis en place un système qui force à payer 1 € pour pouvoir y assister. Mais voilà, si jamais ça vous inspire, n'hésitez pas. Moi, j'ai le sentiment, alors peut-être que c'est une fausse impression, que quand on parle d'enquête sur l'extrême droite, en fait, il y a très très peu de titres de la presse mainstream qui a l'air d'entrer là-dedans, je crois que c'est toi qui parlais des faits divers tout à l'heure, le traitement des questions de justice, de sécurité, qui sont des miroirs extrêmement déformants de la réalité des statistiques sur la violence, sur les délits, et qui sont souvent instrumentalisés, alors que lorsqu'il y a des violences, et parfois extrêmes, en fait, on les voit finalement très très peu. Je pense notamment à l'information télévisée, celle du 20h, où on va souvent nous porter les mêmes récits. Est-ce que vous avez une réaction par rapport à ça, l'un ou l'autre d'entre vous? Et après, je laisserai la place à Thomas, parce qu'on ne l'a pas encore entendu. Moi, je crois que c'est surtout toi qui dois répondre à cette question. Parce que nous, on travaille pour les journaux indépendants. Bah oui, mais en tant que journaliste de ces médias indépendants, enfin, c'est pas quelque chose qui vous frappe? Peut-être ce que je peux dire sur le territoire de Lyon, c'est que pendant des années, les groupuscules d'extrême droite se sont appelés dans le quartier du Vieux Lyon, qui est un très vieux quartier de Lyon avec beaucoup de patrimoine, et ils ont décidé que, parce que c'était le plus vieux quartier, que c'était des vrais Lyonnais, ils se sont installés dans ce quartier-là et ils ont en fait terrorisé tout un écosystème culturel, commerçant, enfin les habitants de ce quartier par leurs actions violentes, par leur présence, par leurs intimidations. Des violences, je ne sais pas si vous vous rappelez du 11 novembre 2023 à Lyon, il y a eu une descente très violente sur une conférence sur la Palestine justement. Il y a eu 3 blessés graves, des personnes qui étaient cloîtrées dans une salle, attaquées au mortier, barre de fer, une quarantaine de personnes cagoulées qui sont venues. Suite à ça, on a eu une enquête de police qui, pour la première fois à Lyon, a fait intervenir la sous-direction antiterroriste. Et c'est la première fois à Lyon que cette unité-là a été mobilisée pour enquêter sur des violences d'extrême droite. Jusque-là, il pouvait y avoir ce genre de descente, il pouvait y avoir des violences qui ont fait, par exemple, en 2011, 2 blessés très graves qui ont toujours des séquelles neurologiques, et on n'a jamais considéré que ces violences-là de l'extrême droite, c'était des violences qui pouvaient s'apparenter à du terrorisme.
Et je pense que ce terme justement de terrorisme, il est beaucoup utilisé sur les plateaux télé pour parler des écologistes, pour parler de l'islamisme, etc., à raison sur l'islamisme, mais appliquer ce terme-là à des personnes souvent blanches qui vont frapper d'autres personnes pour des raisons de haine raciale ou de haine envers des opposants politiques, ça n'avait que jusque-là peu été utilisé, et ça commence maintenant. On voit les parquets antiterroristes qui se saisissent sur des questions de violence d'extrême droite, mais c'est très récent. Et donc forcément les médias qui, je ne sais pas si c'est un manque de courage ou si c'est par leur fonctionnement interne de rédaction qui sont assez inertes, ne vont pas prendre le pas d'utiliser ce mot terrorisme s'il n'était pas utilisé par les pouvoirs publics jusque-là. En fait, pour répondre à la question, c'est vrai que nous, donc à Street Press, on dit qu'on est contre l'extrême droite, et donc c'est à nouveau d'être taxé de l'infâme qualificatif militant, et notamment qu'on serait des journalistes qui seraient pas objectifs. Bon, je vais pas faire un cours de journalisme sur ce que représente l'objectivité ou quoi que ce soit. Tout le monde a un avis, chaque angle dans chaque traitement part d'un avis personnel. Donc voilà. Le fait est qu'en fait, c'est vrai que les plus grands médias, parce qu'il faut aussi un peu, je sais pas s'il faut mettre des classifications, mais c'est vrai qu'en fait cette enquête sur les mouvements d'extrême droite, elle est faite quand même dans certains médias qu'on peut considérer de mainstream. Il y a des enquêtes très bonnes sur l'extrême droite dans Le Monde, dans Libération aussi. Des fois BFM TV fait des trucs assez intéressants sur l'extrême droite, et la plupart du temps d'ailleurs ils nous interviewent aussi dans le cadre de ce truc là, donc preuve qu'ils se trompent pas selon nous, c'est mon petit ego qui parle. Et en fait c'est vrai que par contre un JT de France 2, un JT TF1, JT de M6, enfin tout ce qu'on peut en effet voir sur la sacro-sainte télé et les JT qui représentent un peu les choses, mais aussi, j'en sais rien, le JT du matin de France Inter, c'est vrai qu'on va assez peu parler de ces questions-là. Alors des fois pour des questions de temps, et souvent pour des questions où en fait de frilosité extrême, quoi. C'est-à-dire que comme tu l'as dit, les médias ne s'emparent pas des histoires quand elles n'ont pas été caractérisées de façon juridiquement, quoi. Quand il n'y a pas une juridiction qui a décidé de dire là en fait on fait appel à on dit que c'est un acte terroriste et on fait appel au parquet national antiterroriste, les médias ne vont pas du tout employer des termes d'attentat ou juste d'extrême droite par rapport à ça, parce qu'ils vont être en mode non, c'est soit un acte de racisme, soit ce genre de choses. Deux points pour illustrer mon propos. En 2019 nous avons un ancien candidat RN, Claude Cinquet, qui attaque la mosquée de Bayonne. Ça n'a jamais été considéré comme un acte terroriste d'extrême droite dans les médias parce que ça n'était pas dit par la justice. Cette année, pour la première fois, nous avons eu une qualification d'attentat terroriste en bonne et due forme à Puget-sur-Argent, où un homme a tué, un homme qui s'est revendiqué de l'héritage de Jean-Marie Le Pen a tué son voisin pour rien. Du coup, là, à ce moment-là, ça a été mis en place, quoi. Et là, dans ces cas-là, il y a une couverture. Vraiment, les plateaux télé se mettent un peu en ordre de bataille pour faire intervenir moult spécialistes dessus, où on est invité aussi régulièrement. Mais c'est vrai que si jamais il n'y a pas une communication politique dessus, ou que l'acte est très choquant ou qu'il y a une qualification judiciaire, c'est vrai que nous, nos enquêtes et le traitement qu'on peut en faire ne sont jamais repris, quoi, par ces médias-là, c'est sûr. Moi, une des dernières fois où j'ai été invité toute une semaine sur les plateaux télé, c'était après la descente raciste de Romans-sur-Isère. Donc c'est en novembre 2023, il y a 80 néofascistes un peu venus de toute la France qui descendent à Romans-sur-Isère pour aller frapper, je vous le fais en gros, mais des Noirs et des Arabes du quartier, simplement pour un acte de vengeance par rapport à la mort d'un jeune qui avait eu lieu une semaine plus tôt à Crépol, et donc qui s'appelle Thomas Perotto. Pour le coup, la mort de Thomas Perotto a été abondamment traitée par TF1, par France 2, par tous les JT, par toutes les chaînes d'information en continu. Il y a eu des soirées spéciales et tout, parce que ça représentait un basculement de la France dans l'hyperviolence, dans l'ensauvagement, qui était donc le terme qui sortait à ce moment-là, et qui n'est pas dénué non plus d'utilisation orientation politique. Bref, et c'est vrai que dans ces cas-là, le fait qu'il y ait une sous-couche de violence d'extrême droite a
permis en fait d'amener ce débat-là aussi sur les violences de l'extrême droite. Mais s'ils n'avaient pas bougé, peut-être qu'en fait on n'en serait jamais. Enfin, oui, j'aurais jamais été invité. Là, j'ai vraiment été invité toute la semaine sur plein de plateaux télé pour discuter de c'est quoi. Alors eux, ils utilisent le terme d'ultra droite en France. Nous, à Street Press, on ne l'utilise pas parce qu'on considère que l'extrême droite, en fait, il y a un continuum de violence. C'est-à-dire que certains de ces militants-là, en même temps, ils étaient encartés au RN, à Reconquête, et donc à quel moment, quand ils sont encartés au RN, ils sont d'extrême droite, et quand ils vont frapper des gens, ils sont d'ultra droite. Non, enfin, c'est pas un terme qui marche, quoi. Et donc nous, on parle vraiment à chaque fois de cette même extrême droite parce qu'aujourd'hui le RN est et la maison commune aussi de toute cette extrême droite, qu'elle soit violente ou parlementaire, quoi. Bref, désolé. Alors il y a un journal qui parle beaucoup de l'extrême droite, contrairement au JT TF1, c'est l'Humanité. Alors Thomas, toi, Thomas Lemayeux, t'es devenu un peu une rockstar parmi les journalistes, puisque c'est toi qui as été en mesure de révéler qu'il existait un projet Périclès, ce qu'il voulait dire, en quoi il consistait, jusqu'où ça allait. Comment tu travailles au quotidien? Moi, je te vois souvent présenter tes enquêtes sur des réseaux, tu es quand même hyper actif. Comment ça se passe, ton travail au quotidien? Alors, merci Soraya de cette question, mais en fait je m'étais préparé à plutôt parler pas tellement de mon travail, parce qu'au fond, je trouve que voilà, c'est un travail de journaliste, d'enquête, effectivement, d'investigation. On a un pôle enquête, investigation à l'Humanité, qui a été créé il y a 3 ans et qui effectivement a manifestement permis de sortir, c'est un travail collectif, sortir aussi des enquêtes comme celle sur Pierre-Édouard Stéhin et d'autres, et c'est vrai que ça a grosso modo servi le journal que je ne vais pas avoir le plaisir de vous présenter parce qu'il est peut-être plus connu, plus ancien, plus vieux, voire que vos titres et vos médias. Moi, en fait, ce que je voulais faire, c'était plutôt vous parler des menaces, parce que des menaces de cette extrême droite et des menaces, en l'occurrence, en partant de Pierre-Édouard Stéhin, bien sûr, qui est un peu mon principal client, je dirais, entre guillemets, mais aussi peut-être à travers cet exemple montrer que il y a effectivement une fluidité, sans doute une porosité grandissante, croissante entre les groupuscules et les militants. Enfin, je crois qu'on est tous d'accord, hein, je dis rien d'extraordinaire, mais donc ces groupuscules et ceux que Orwell avait décrit comme ces gens qui reviennent avec le parapluie roulé sous le bras et des chapeaux melons, qui disaient donc quand les fascistes reviendront, ils auront le parapluie roulé sous le bras et un chapeau melon. Moi, ces gens, je les ai rencontrés cette semaine. Alors, c'était pas hier, j'ai eu le plaisir de participer hier soir à la soirée organisée par le collectif Hors Cadre autour de leurs enquêtes. C'était très sympa, mais j'ai passé une soirée un peu plus pénible cette semaine. On doit pas être très nombreux dans la salle à être allé au Dôme de Paris mardi dernier à la soirée du collectif Bolloré. C'est un autre collectif, je ne sais pas si vous voyez, donc ce sont les médias le média JDD, Europe 1 et CNews qui organisaient devant 2500 à 3000 personnes, hein, les organisateurs dans ce cas-là disent 4000, une soirée, un meeting politique, hein, puisqu'il est avec ces médias, évidemment, il est assez peu question d'informations, de faits. Hein, il s'agit d'extraire dans l'espèce d'éther de l'actualité tout ce qui peut servir à corroborer les débats et à fabriquer les débats qui serviront l'extrême droite. Je vous dis ça parce que c'est un endroit qui a commencé, c'est pour ça que je voulais le noter ici, au-delà des meetings de Zemmour, Philippe de Villiers, avec des appels à s'armer, avec des appels avec de Villiers qui traite, en l'occurrence la France insoumise de parti, d'anti-France en fait. Il dit le parti de l'étranger, le parti sarrasin. Je veux dire, ce sont quand même des échos et des références qui renvoient immédiatement à des périodes quand même assez identifiées dans l'histoire. Au-delà de ça, ce meeting a commencé par siffler en fait les journalistes accrédités, les journalistes des médias là dominants, hein, mainstream. Il devait y avoir des
médias indépendants, mais ceux qui ont été cités, ce sont Libération, Le Monde, Télérama et Mediapart, qui est un média indépendant évidemment, mais qui ont été copieusement sifflés évidemment, et les patrons de ces médias, des médias JDD, Europe 1, CNews, ont voulu railler le papier qui serait, les articles qui seraient écrits le lendemain par ces médias. Ils ont sans doute demandé à l'intelligence artificielle de leur écrire quelques lignes, et ça donnait musique anxiogène, le climat est tendu, ces gens veulent parler du sentiment de l'insécurité. Enfin, ça a beaucoup fait rigoler cette salle, et je vous dis ça parce qu'en fait, je parlais des chapeaux melons et tout ça, enfin, on n'en est même plus là. Il y a des milliers de gens qui applaudissent, qui lancent leur chapeau, virtuellement évidemment, qui sont dans une ambiance électrique, conspuent en fait les journalistes, le système médiatique évidemment, et puis après il y en a pour tout le monde, hein. Il y en a beaucoup pour la justice. Mais je vous dis ça parce que voilà, on est dans ce contexte-là, et dans ce contexte-là, on connaît la puissance pour le coup médiatique, financière de Bolloré, et maintenant on commence à connaître, disons, l'influence, une certaine forme de puissance aussi, mais activée de manière différente de Pierre-Édouard Stérin, notamment depuis les révélations de l'UMA sur son plan Périclès. Hein. Donc là, je vais pas expliquer ce qu'est le plan Périclès. Je pense que tout le monde peut d'abord le lire sur le site de l'Humanité, mais tout le monde sait maintenant que c'est un plan qui vise à constituer une coalition de droite et d'extrême droite sur les valeurs de l'extrême droite, avec 150 millions d'euros à la clé sur 10 ans, pour mener la bataille idéologique et la bataille électorale en même temps. Mais ce que je veux vous dire, c'est voilà, ce terrain, il a ça, maintenant il est identifié, on le regarde, on est nombreux quand même, et moi je trouve ça super en fait, que ce soit d'ailleurs dans des médias pour le coup mainstream, enfin je veux dire, mainstream dans la presse écrite surtout, c'est vrai que la télé c'est peut-être un peu autre chose, mais beaucoup de gens le surveillent et enquêtent sur lui. Il a voulu, on le sait, s'implanter dans le secteur. Jusqu'ici ça a donné assez peu de résultats, hein. Il a échoué à Marianne, bon, il a échoué en quelque sorte, même si c'était pas lui directement, à Bayard, je crois qu'on en entendra parler tout à l'heure. Il est en train de racheter Valeurs Actuelles, ce qui changera pas vraisemblablement la ligne, mais comme il l'achète avec ce qu'on appelle la famille Code, donc Valérie, je crois, Orion Code, qui est une généticienne complotiste, ça risque de donner un savant mélange de complotisme et d'extrême droite, bon, ce qui était déjà un peu le cas. Voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que sur les menaces pour la presse, je veux simplement témoigner peut-être de mon rapport à moi, enfin comment ils se sont comportés par rapport à l'UMA. Nous, on a commencé en enquêtant sur la philanthropie. Avant de sortir Périclès, on avait fait des papiers, enfin comme Elsa en avait fait d'ailleurs, sur la philanthropie, les nuits du bien commun, tout ça. Il a fait des droits de réponse. C'était l'époque des droits de réponse. Il demandait des droits de réponse, tout ça. Et puis sur LinkedIn, son réseau principal, il nous qualifiait de ultra-gauche. Alors ça montre aussi le curseur dans son imaginaire, dans son champ politique. S'il pense que l'humanité c'est l'ultra-gauche, bon, ça veut dire c'est un centriste. Quand on a sorti Périclès, il a menacé de nous attaquer pour violation du secret des affaires, ce qui était assez révélateur, puisque c'était surtout révélateur pour lui, puisque ça signifiait qu'il concevait ce plan d'attaque politique comme un plan d'affaires, c'est-à-dire un business plan. Il l'a pas fait, il nous a pas poursuivi pour diffamation. Il a beaucoup utilisé dans les médias amis des formes de raillerie. Hein. Il a beaucoup dans un portrait du Figaro Magazine, il dit que c'est scandaleux. L'Humanité a fait une 40aine de papiers sur lui, et que l'Humanité aurait fait plus de une sur ce terrain que sur Staline. Vous voyez le niveau quand même
très 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 malin de ces personnages. Moi j'ai eu droit à des approches par ses bras droits, hein, il en a plein des bras droits. Arnaud Rérol qui est le DG de Périclès, François Durvy qui était passé me voir au Sommet des Libertés pour notamment me glisser qu'il avait un grand-père communiste, résistant communiste FTP au Havre. Bon, depuis il m'a expliqué qu'en fait il voulait pas s'accaparer cette mémoire, mais que c'était plutôt pour qu'on considère bien que tous les engagements peuvent être différents, mais qu'ils sont tous respectables entre donc celui de son grand-père et le sien. On dirait qu'il est un peu obsédé par toi aussi, ce terrain, quand on a vu cette histoire. Oui, c'est ça. J'allais y venir. En fait, disons, la cerise sur le gâteau, c'est ce qu'il a fait cet été. Il a effectivement décidé de créer une nouvelle holding pour concentrer son patrimoine, c'est-à-dire 1,4 milliard d'euros. Hein. Il a apporté 1,4 milliard d'euros dans sa nouvelle holding qu'il a donc baptisé à mon nom. Hein. Donc c'est la Lemayeux Holding. Je crois qu'elle n'a pas encore été débaptisée. Moi, je n'ai strictement rien demandé à Pierre-Édouard Stérin à cet égard. Enfin, je n'ai aucune envie de discuter avec lui de ça. C'est son rayon, à la limite, c'est le droit des affaires, le droit commercial. Peut-être un jour, il décidera que c'était pas une bonne idée. Mais évidemment, pour nous, enfin, là, je le dis en mon nom et au nom de l'humanité, pour nous, c'était une forme d'intimidation. Alors, certes, hybride, hein, sans frais, c'est pas une procédure bâillon, c'est pas, mais c'était quand même, voilà. Et je vais juste terminer là-dessus, peut-être. C'est du coup ça. Moi, j'ai engagé du coup un échange relativement bref avec lui, mais en 2-3 échanges, disons 2-3 courriers électroniques qui se sont achevés par le fait qu'il me disait donc que c'était une blague, que vraiment j'avais aucun humour et que j'étais même de mauvaise foi et malhonnête en prétendant que ça pouvait être une intimidation. Bon, passons. Mais son mail se terminait en disant qu'il n'allait pas, parce que moi je lui proposais une rencontre, parce que je suis journaliste, ça m'intéresse de rencontrer cette personne, et il me disait qu'il n'allait pas perdre de temps avec un ennemi. Et donc c'est lui, c'est-à-dire, bon, on peut discuter, je veux dire, moi je suis journaliste, je travaille sur effectivement ces activités, mais que ce soit lui qui me qualifie d'ennemi, par ailleurs c'était quelques jours après l'assassinat de Charlie Kirk, bon c'est dans un sens un peu différent, mais ce que je veux vous dire, c'est pour illustrer l'histoire de la porosité aussi entre des gens bien sous tout rapport, bien habillés, milliardaires, catholiques, traditionnalistes, charitables, et des groupuscules violents, c'est que voilà, ces gens sont dans un imaginaire où la violence politique, c'est leur imaginaire. Et donc moi, j'attire aussi, sans dramatiser, j'attire l'attention sur ce que ces gens ont dans la tête. C'est de la violence. Dernière chose, quand d'autres médias indépendants qui sont pas là à la table, mais qui ont été eux aussi, je crois, soutenus par le Fonds pour une presse libre, Disclose et La Topette, un journal d'Angers, ont fait des révélations sur le financement de l'université catholique d'Angers par un fonds soutenu par Pierre-Édouard Stérin, et que cette université a décidé de renoncer à ce financement grâce à cette enquête. Il a fait savoir que ce renoncement, c'était comme si on lui avait tiré une balle dans la tête en traversant la rue. Donc tout ça pour vous dire que ces gens sont travaillés par ce type d'imaginaire, et qu'il faut vraiment en tenir compte, parce que c'est ça qui est dangereux, parce que en nous attaquant, nous, même de manière hybride, soft, alors il y a les violences physiques évidemment qu'on redoute naturellement, il y a les procès bâillons, toutes ces attaques sont en germe, en gestation, et c'est vrai que moi, c'est aussi ce que je retiens de la soirée de Bolloré cette semaine. La salle était électrique. Ces gens sont en passe de devenir complètement fous de leur propre récit. Voilà. Et donc il faut, effectivement, on n'est plus simplement face à des groupuscules qui sont déjà très nombreux et très, très organisés. On est quand même, voilà, il va falloir tenir compte de ça, quoi. C'est encourageant.
Merci Thomas, c'est pas très rassurant. Tu parles d'une forme de réécriture, de renomination, que ce soit des forces politiques ou de ce que ça peut représenter que de faire des articles de journalisme, relater des faits. Christophe Cécile parlait tout à l'heure aussi des termes qu'il emploie pour évoquer les différents courants d'extrême droite. Est-ce qu'on peut parler de la façon dont vous avez pensé les termes? Est-ce que toi aussi, Aluma, vous avez eu ce genre de discussion sur comment qualifier tel type d'action? Quels sont peut-être les points de vigilance? Comment ne pas reprendre une réécriture aussi du monde ou une mise à l'agenda de l'extrême droite? Comment on arrive à s'en distancier, à proposer un autre récit? Moi, je crois qu'on n'a pas assez de débat là-dessus. Effectivement, je sais que après le sommet des libertés, qui était une espèce de soirée, un peu comme celle que j'ai subie cette semaine, mais co-organisée par Bolloré et Stérin en mois de juin, il y a eu un débat parmi des gens qui avaient suivi. On était de nombreux journalistes à avoir suivi sur la question de qualifier la soirée, effectivement, de fasciste. Savoir si en fond on est face à du fascisme, tout ça. Bon, ça, pour le coup, c'est un débat qui dépasse, je dirais, qui est un débat pour nous, évidemment très important, parce qu'on utilise les mots. Et moi, c'est vrai que j'ai encore du mal, quelque part, à qualifier ça. Parfois, en revanche, à le qualifier comme ça, alors qu'en fait, pour moi, ça l'est. Effectivement, il y a des flashs, il y a des moments, il y a des moments fascistes, il y a des gestes fascistes, des scènes fascistes, des propos fascistes tout le temps. C'est évident. Je ne sais pas si vous avez... Il y a 2 livres là qui sont sur ces questions, qui sont sortis récemment, écrits par des écrivains qui sont très intéressants. Il y a celui de Nathalie Quintane à La Fabrique, qui est un recensement de flash fascistes dans la vie ordinaire, très, 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 très utile, je pense, dans la période de repérer dans la vie quotidienne ce qu'il peut y avoir de fasciste. Et il y a le bouquin de Hugues Jalon qui s'appelle Le temps des salauds, qui est un livre à mon avis intéressant, assez ramassé, mais qui permet justement de voir qu'il y a aujourd'hui, il est basé sur un aphorisme que je vais rappeler, c'est le fascisme, ça commence avec les fous, ça se réalise avec les salauds et ça se poursuit avec des cons. Et lui, il s'intéresse aux salauds qui sont en train d'accompagner le fascisme au pouvoir. Et je pense que ça, effectivement, le fait de observer ces mécanismes entre des salauds et des fous, disons des gens qui font délirer le réel, comme les médias Bolloré et leurs candidats politiques, disons. Oui, c'est intéressant. Donc moi, je suis pas loin, effectivement, de le faire, mais je pense que ça, c'est des discussions qu'on doit avoir dans la rédaction. Et on le fait, on nomme régulièrement des choses comme étant fascistes, mais pas forcément. On ne sait pas encore assez, sans doute. Elsa, tu voulais réagir sur la qualification? Oui, je disais, nous, à chaque fois, on hésite, en gros, sur la qualification de Pierre-Édouard Stérin. Hier, on avait un sociologue qui nous disait il est catholique observant. Oui, mais si tu marques ça dans ton papier, personne ne comprend ce que ça veut dire. Est-ce que c'est un catholique réactionnaire? Et nous, c'est plutôt ça qu'on utilise comme vocable, on va dire. Après, le fait de qualifier de fasciste ou de pas fasciste, je pense que il y a eu avant en tout cas un peu un excès d'utilisation de ce mot qui fait qu'aujourd'hui il est un peu il faut l'utiliser avec vraiment des pincettes dans des situations et surtout en fait j'ai l'impression que c'est pas un basculement d'un jour à l'autre du non-fascisme au fascisme et en fait par contre ce qu'on peut identifier ce sont quand même une dynamique de droitisation etc. Et du coup je voulais revenir ça fait son chemin un peu dans ma tête ce que tu disais sur les médias mainstream parlent ou ne parlent, en gros invisibilise les violences d'extrême droite et ne traite pas ne contextualise pas en gros les initiatives d'extrême droite et en parle de manière banale. Et nous j'ai l'impression, parce que la question que je me pose c'est comment nous on combat contre tout ça quand même à la fois d'un point de vue éditorial, mais ça se traduit par des questions syndicales très concrètement. Alors nous on est pigistes
pigiste, on est hors jeu, parce qu'en vrai, si on a une petite revendication sur la ligne éditoriale du journal pour lequel on travaille, on se fait recevoir, quoi. Mais ensuite, il y a les médias mainstream. D'où l'intérêt d'être organisé, syndiqué, parce que ça aide dans ces contextes-là en particulier. Oui, mais malheureusement, un pigiste, même syndiqué, n'a pas autant de poids qu'un non-pigiste syndiqué. Bref. Mais c'est surtout, moi par exemple, c'est Le Parisien, mon exemple, parce que c'est plutôt là-dedans, moi c'est plutôt en presse écrite que je me suis confrontée à la question. Nous, on dénonce une colonie de vacances qui a été fermée par la préfecture, où il y a des enquêtes judiciaires, etc. Et la réponse du Parisien, c'est de publier des articles qui donnent toute la parole au directeur de la colo, qui minimise, qui invisibilise notre travail et qui fait diversion en fait par rapport à ça. Et je pense que dans ces médias mainstream, il y a des questions de lutte à l'intérieur des rédactions entre la droite et la gauche. Enfin, on avait hier, on a discuté avec une salariée d'un grand quotidien national qui disait, voilà, moi j'ai un problème quand je travaille sur ce terrain, je dois me confronter à tel et tel service et en fait c'est des batailles à l'intérieur. Donc la question c'est comment à l'intérieur des médias mainstream, à la fois on informe, on sensibilise à l'existence de tout ça, au travail des autres qui bossent là-dessus pour réussir à intervenir. Et la troisième question c'est quel comportement par rapport aux médias intégralement de la sphère Bolloré ou de la sphère Sterrin, des médias acquis. Et ça et la question c'est comment syndicalement pour les journalistes et pour les autres on se positionne par rapport à eux. Et ça, j'ai l'impression que il faut moi j'étais venue en fait en réfléchissant à venir ici, je me suis dit on parle à des syndicalistes, la question c'est quelle alliance entre les syndicalistes et les journalistes, comment rappeler aux syndicalistes que c'est eux qui ont les infos et qu'il faut qu'ils soient attentifs et qu'ils aient le réflexe de les filer aux journalistes pour que les journalistes les portent aux connaissances du public, et inversement que nous, les journalistes, nos infos, elles servent aux syndicalistes pour avancer dans leur boîte. Et j'ai l'impression que dans la presse, en fait, ça marche pour les associations, ça marche pour tous les secteurs, mais y compris la presse. Voilà. Bref. Merci Elsa. Moi, je vais juste faire une remarque parce que ça m'évoque un peu ce que disait Sébastien Fontenelle tout à l'heure sur aussi la porosité de rédaction très, très classique à certains concepts. On a vu, notamment lors des législatives, ce discours sur des extrêmes qui s'opposeraient, quand bien même LFI n'a pas été qualifié d'extrême gauche, y compris par le Conseil d'État. En fait, il y a une dialectique qui a été reprise et qui a complètement été banalisée en fait dans de nombreuses rédactions. Ça c'est une chose. Et il y a quelques jours, sur fond d'attaques sur l'audiovisuel public et avec ce documentaire sur CNews qui a été diffusé par complément d'enquête, il y a aussi eu un espèce d'étude qui a été rendue publique par des médias comme Le Figaro et qui expliquait qu'en fait l'audiovisuel public était très à gauche et c'était un truc, c'était une pseudo-étude non scientifique qui se basait sur l'IA et dans laquelle, si on grattait un peu, on se rendait compte que la présentatrice de la météo était une affreuse gauchiste, ou alors que tout ce qui concernait les missions même de l'audiovisuel public telles que l'égalité femmes-hommes, c'était franchement hyper dangereux, et puis la preuve d'un noyautage de tous ces extrémismes de gauche. Enfin, en gros, hein, je caricature à peine. Tu voulais réagir ? Non, mais oui, c'est sûr que l'arrivée des médias Bolloré, de Bolloré et donc de CNews et de tout cet écosystème, finalement, en fait, mine de rien, c'est quand même très responsable aussi de notre climat politique actuel. Je veux dire, le RN arrive avec 88 députés à l'Assemblée nationale en 2022. 5 ans auparavant, il y a Bolloré qui a mis CNews un peu vraiment en ordre de bataille. Et maintenant, ils ont donc cet un peu écosystème personnel où il y a des députés RN qui lancent la position, la politique qu'ils ont envie de lancer. C'est repris en direct sur CNews pendant des jours, ça finit sur Europe 1 pendant des jours, ça finit après dans le JDD par une grosse interview et tout. Et en fait,
vraiment, on a une semaine d'amplitude médiatique qui fait très écho finalement à ce que tu disais, Thomas, sur un peu comment eux maintenant ils se sentent, quoi. Et justement, oui, ils se complètement décomplexés à ce niveau-là. Et c'est vrai que pour revenir sur la question des termes, le RN, continue, depuis des années, le RN continue de dire qu'il n'est pas d'extrême droite, et en fait, il le dit même lors de certaines interviews, publiquement. On peut retrouver des moments, moi j'ai en tête des moments sur France Info où Laurent Jacobelli dit mais allez-y, dites une seule mesure d'extrême droite de notre programme, et la journaliste qui est un peu décontenancée, parce qu'en fait c'est vrai qu'on est face à une... Alors, comment dire, soit les gens ne savent pas ce qu'est l'extrême droite, ne savent pas comment la quantifier. C'est bien dommage parce qu'il y a quand même certains thèmes qui peuvent revenir assez facilement. Promouvoir une société qui serait dans une décadence totale, le fait de vendre la société comme un corps organiste, où en fait chaque élément extérieur serait une maladie très dangereuse pour lui. Enfin bref, ça c'est vraiment des thèmes qu'on peut retrouver à chaque fois à l'extrême droite. C'est vrai que nous à Street Press, on a passé ce stade. On est en mode l'extrême droite ça existe, et dans l'extrême droite il y a différents courants. Il y a les identitaires, il y a les néofascistes, il y a les catholiques intégristes. Nous, ça nous permet, mine de rien, et on a mis tout ça dans une... J'ai oublié d'en parler tout à l'heure, mais on a mis tout ça dans une cartographie des groupes d'extrême droite. Merci pour ce travail, parce qu'effectivement, c'est hyper utile, y compris pour ceux qui ne travaillent pas au quotidien sur ces questions-là, parce que vraiment, ça nous aide. On m'a fait signe que le temps était compté, et que si vous le souhaitez, nous sommes là pour prendre aussi vos questions. Philippe qui est ici va circuler avec un micro, et il va recueillir quelques questions auxquelles on pourra répondre. Et Marie, si tu veux ajouter ce que tu voulais dire, ce sera voilà un petit quart d'heure de questions. On prend un lot de questions. Juste, il me semble que quand l'Université catholique de l'Ouest fait marche arrière parce qu'on dit au grand jour que Pierre-Édouard Stérin fait partie des financeurs, quand des associations culturelles font marche arrière et annulent et refusent les subsides de Pierre-Édouard Stérin parce qu'il apparaît au grand jour que c'est lui qui se cache derrière, en fait, ça prouve juste que notre travail, il marche. Voilà. Oui. Et donc, il n'y avait pas de questions. Il n'y a pas de questions, il y a juste un coup de chapeau et un encouragement à continuer à le faire. Voilà. Oui, c'est... Oui, alors moi j'ai... alors vous avez parlé notamment que, je sais pas quand, mardi, que au Dôme de Paris, les médias fascistes, moi je dis fascistes, ils ont conspué des journalistes de médias comme Libération, Le Monde, etc. Sauf que c'est pas parce que ces médias conspuent Libération, etc. Le Monde, des médias entre guillemets plus respectables. Pour moi ils sont pas plus, mais bon. Et ben en fait c'est pas pour ça qu'on va défendre Libération et compagnie, parce que en réalité ils contribuent aussi à leur manière à la fascisation de la société française, notamment un mot de ça du sociologue Saïd Bouamama, pour s'y le citer quoi. Par exemple une radio qui est prestigieuse comme France Culture, comme l'a dit tout à l'heure, ce matin Pauline Perreno je sais plus si j'écorche pas son nom, Perreno d'Acrimed, que en fait par exemple le France Culture, moi j'ai un exemple, par exemple juste après les élections de 2024, dans la matinale de France Culture, Guillaume Erner n'arrêtait pas de dire mais de toute façon quand même face à un invité qui était qui était antifasciste même de manière implicite, qui disait quand même oui mais quand même l'extrême droite a obtenu 143 sièges, mais comme si c'était comme si pour lui il n'y avait rien de problématique là-dedans quoi. Et de la manière dont il le disait, et par rapport à la Palestine, il est dans... par exemple, c'était la semaine dernière, quand il dit, face à Francesca Albanese, et qu'il est dans la confusion la plus totale, quand il dit que dire que en Palestine... que dire que
quand on dit qu'il y a un génocide à Gaza, ça fait monter l'antisémitisme, ou que de toute façon, non, en Palestine, il n'y a pas d'apartheid, ça peut pas être la même chose qu'en Afrique du Sud, etc., même si c'est, d'après le statut de Rome de la Cour pénale internationale, il y a bien un apartheid, et ben voilà, donc les médias qui sont autres que, alors qui se définissent autrement que fascistes, ils contribuent aussi à la fascisation des esprits. Voilà. En fait, très très rapidement, enfin moi je comprends ce que vous dites, mais je pense qu'il faut voir que, enfin en tout cas ce que je disais tout à l'heure, enfin ce que je veux dire moi, c'est que le fait qu'une foule électrisée par des fascistes, là pour le coup, on tombera d'accord, qui conspuent des journalistes, il y avait Mediapart dans les titres qui ont été cités. Il faut voir qu'en fait le but de ces gens est d'effacer, d'exister seuls en fait, d'imposer leur récit à tout le monde, et que tous les autres, y compris ceux qui sont des médias dominants en dehors de cela, ils les gênent, même eux quoi. Donc il faut quand même voir qu'en fait c'est bien nous tous et toutes qui sommes visés en fait par ça. Voilà. Et juste sur Erner, Guillaume Erner, Guillaume Erner par exemple, quand il y a eu j'ai eu cette disons mésaventure avec Sterrin, il a fait un édito sur l'histoire de la Lemayeux Holding pour expliquer que du point de vue de Sterrin, c'était quand même très rigolo, que c'était comme si il avait nommé son poisson rouge du nom de son ennemi. Donc moi c'est vrai que j'ai pas de sympathie particulière, je veux dire, pour ce type de propos effectivement qui dépolitisent complètement toutes les questions quoi. Je voulais ajouter un petit mot parce qu'on reproche du coup aux journalistes de beaucoup de médias mainstream et pas que de en fait participer justement à la montée de l'extrême droite, à la fascisation. C'est aussi parce que donc moi je peux parler en tant que jeune journaliste qui est sorti d'école il y a quelques années maintenant, mais peut-être plus récemment que vous autres autour de la table, qui en fait on n'est pas formé en école de journalisme à avoir une pensée. T'étais où J'étais à l'EJCAM à Marseille. D'accord. Donc une des 14 écoles qui est reconnue par la profession. Elles sont 15 maintenant. Elles sont 15. Ouais. Je ne sais pas si les écoles sont un tout homogène non plus, mais quelle était ton expérience ? En tout cas, je trouve moi qu'il n'y a pas eu assez de formation critique en fait sur notre rôle dans la société, qui est de mettre des mots et de présenter les informations d'une certaine manière au public, et que ce qu'on fait n'est pas neutre, et que ce qu'on transmet peut façonner la façon dont les personnes pensent le monde, et que donc il faut faire attention à quels mots on utilise, comment on contextualise les choses. Et moi je trouve que ça ne m'a pas été assez inculqué, à la fois dans l'école de journalisme où j'étais, mais aussi dans les rédactions par lesquelles je suis passée ensuite, où les journalistes qui étaient plus âgés que moi, etc., ne m'ont jamais évoqué ce genre de choses, à part quand je suis passée donc dans des médias indépendants, des médias d'enquête. Donc j'imagine que toutes les écoles ne sont pas homogènes. Je sais que tu interviens à l'UIT de Lannion, qui est peut-être un peu plus en pointe sur ces questions-là déjà quand moi j'étais en école de journalisme. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose à faire sur la formation des journalistes, à la fois en école et dans les rédactions. Oui, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Pour le coup, à Lannion, on a peut-être un problème qui est inverse, où des questions, ou peut-être des enseignants engagés essayent de donner des outils à des étudiants qui se retrouvent parfois dans des rédactions où ils ont très très peu de latitude, pas de statut qui leur permettent de prendre la parole ou de porter un débat éditorial, et qui sont extrêmement déçus et qui peuvent vivre leur période au sein des rédactions de façon extrêmement violente. Voilà. Ouais. Alors je ne vais pas parler de ma formation, étant donné que la directrice de mon école est dans la salle, mais je voudrais répondre au monsieur qui parlait de France Culture et de comment, et je pense que c'est à cause de ça la question de est-ce qu'on dit fasciste ou pas, c'est exactement ça qui va changer notre rapport aux médias mainstream. Moi, les médias mainstream, j'ai X critiques à leur faire, enfin voilà, je pense que j'ai plein de désaccords avec la manière dont ils traitent plein de sujets. Après, ça dépend en plus quel média mainstream, mais par exemple, je ne mettrais pas Libération et BFM dans le même sac, par exemple.
pour moi, c'est pas exactement la même chose. Et la question, c'est, vu la polarisation de la situation politique, de quel côté de la tartine ils vont tomber. Et à mon avis, on peut pas dire... en gros, on a très très chaud aux fesses, et si on commence à défendre il y a un moment donné où il faut passer par-delà certaines différences. La question, c'est quel est le curseur et comment et dire en fait, quand France Culture ou Mediapart ou Libé ou Le Monde est attaqué par l'extrême droite, mais en fait on les défend, parce qu'en fait c'est la liberté, c'est quand même le témoin malgré tout d'une certaine liberté de la presse, et que le fait que l'extrême droite s'y attaque, ça montre juste à quel point on est faible, à quel point eux ils sont avancés et ils sont en confiance pour déglinguer même les médias les plus centristes. Et en fait, je pense que en fonction en fonction du risque fasciste, on peut pas non plus trop tortiller. Voilà, et c'est des choses qui sont à discuter, qui sont à ajuster en fonction des moments politiques et tout, mais c'est pas pour faire je pense que ce qui se pose là, c'est la question que des courants politiques se sont posés des centaines de fois. En Allemagne, avant l'arrivée du nazisme, le PC disait les sociodémocrates et les nazis, c'est la même chose, et les renvoyer dos à dos. Mais du coup, les nazis ont gagné et ils se sont retrouvés dans les camps, ensemble. Et du coup, c'est ça, c'est très schématique, c'est à grands coups de trait à la hache, mais la question, c'est comment on fait pour empêcher le fascisme de gagner la bataille, parce qu'à ce moment-là, en fait, on pourra toujours cracher sur nos collègues de Libé, et je répète, dans Libé, je pense qu'il y a des tensions et des bastons politiques à l'intérieur, et du coup, essayer de plutôt faire basculer ces médias par un travail syndical, par des machins d'un autre côté, plutôt que renvoyer tout le monde et se diviser, quoi. Voilà, je sais pas comment dire. Tu voulais ajouter un truc? Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. Moi, je voulais juste vite fait profiter de ce que vous avez dit tout à l'heure, madame, qui est très vrai. En effet, quand on enquête sur des médias, on a des victoires. On gagne, c'est-à-dire que, en effet, Stérin, il quitte l'université de l'Ouest et tout, et ça, c'est des victoires. Nous, quand on a des candidats qui sont, par exemple, lors des législatives, sur lesquels on a enquêté, qui ont été, soit qui ont été battus, soit qui ont carrément perdu leur investiture par le parti, on a des victoires. Le fait est que l'extrême droite, je pense aussi, et le RN notamment, c'est ça, et essaye, enfin moi c'est ce que j'ai pu voir à notre échelle à Street Press, essaye de nous faire passer pour de dangereux militants d'extrême ultra-gauche violents. Et notamment, je ne sais pas si vous vous rappelez, l'année dernière, il y a eu des événements, il y a eu 2 événements à République de différents syndicats, médias et tout. C'était vraiment une convergence des luttes pour protester contre l'extrême droite. Et il y a eu sur le premier Némésis qui est venu, qui a fait son happening qu'ils font habituellement et qui se sont fait dégager plus ou moins violemment du cortège. Et sur les réseaux, on a eu énormément de militants identitaires. Et moi, je m'attends à beaucoup de choses de l'extrême droite, mais ça, ils ont réussi aussi à me surprendre. Des militants identitaires type Damien Rieu, Marion Maréchal Le Pen, même, qui ont directement cité comme c'était les journalistes de Street Press qui avaient tabassé les militants de Némésis. Et en fait, rien de tout ça n'était vrai, puisque nous, on peut le voir sur les images, on n'était pas là, mais le but chez eux n'était pas, comme d'habitude, que ce soit la vérité ou non. Le but était, je pense, moi, de nous faire passer derrière pour une frange violente et pas des journalistes, et qu'en fait, derrière, quand on va sortir des infos sur tel attaché parlementaire, sur tel député qui emploie des néofascistes, je pense que derrière, ils se disent, Street Press ne va plus être considéré par des médias sur lesquels nous, on a encore, on balance notre discours comme BFM, comme justement Radio France, comme France 2, comme TF1 et tout, parce qu'on aura été progressivement en fait catégorisé. Et ça, c'est notre travail évidemment de faire en sorte que ce soit pas le cas. C'est aussi le travail de, je pense, tout le monde. Les lecteurs, les soutiens, syndicats et tout, de faire en sorte que ces médias-là ne soient pas ostracisés un peu du champ médiatique et qu'on puisse continuer justement, déjà que nos enquêtes sont pas beaucoup reprises, mais si en plus de ça on commence à nous taxer, nous inventer des agressions et tout pour pouvoir vraiment nous foutre un peu en dehors du champ comme des affreux Jojo, ce sera encore mieux, quoi. Mais voilà, c'était pour dire aussi que oui, on a des victoires, faut faire attention aussi, quoi. On va prendre une question au moins, parce que je vois que Kélise Descamps, la secrétaire générale de la CFDT,
CFDT journaliste est présente, elle voulait dire un mot. C'est pas tellement au titre de la CFDT que je m'exprime, mais en tant que journaliste, la question que je me pose, c'est que donc, tu viens de dire il faut pas ostratiser vos médias, mais comment est-ce que vous réfléchissez à la façon d'atteindre des personnes qui ne soient pas déjà acquis à cette cause? Parce que enquêter sur l'extrême droite, c'est formidable et vous faites un formidable travail, mais comment est-ce que vous pensez en termes d'angle, de mode de traitement, de format, de vocabulaire, la façon de rejoindre les personnes qui seraient elles-mêmes tentées par ces idées-là? Et peut-être je donne la parole à Agnès à côté de moi, qui avait une autre question. Oui, mais je répondais déjà à ça. Non, du coup, je suis désolé, je monopolisais la parole. C'est une excellente question qu'on se pose tous les jours, toutes les 10 minutes. C'est compliqué, globalement, parce qu'en même temps, on veut nommer le réel et tout, et en même temps, en effet, nous, notre but, c'est de progressivement faire en sorte qu'il y ait moins de gens d'extrême droite dans ce pays. Donc, le premier truc, c'est évidemment sur notre engagement, et de montrer et de mettre les moyens d'enquête pour montrer qu'en fait, l'extrême droite ne défend pas les travailleurs, l'extrême droite ne bosse pas, vole certains projets de loi à l'Assemblée, comme on a sorti cette semaine un article. En octobre, pareil, on avait sorti un peu sur c'était quoi leur travail vraiment à l'Assemblée. On montrait que c'était vraiment plus d'un côté patronal et régularisation. On essaye d'aller montrer aux gens, donner des arguments. En fait, nous, on essaye de donner tout un argumentaire pour que derrière, en fait, les gens qui soient, pas forcément de gauche ou quoi, mais qu'ils aient un argumentaire à opposer aussi dans, j'en sais rien, les soirées de Noël où toute la famille se réunit, qu'il y a un argumentaire qui puisse être développé par rapport à une personne qui, elle, est très convaincue et qui n'entendra pas raison. Peut-être qu'elle n'entendra pas raison sur le moment, mais nous, on essaye aussi, même si là, on est à l'urgence, il est minuit moins 5, mais on joue aussi sur le temps long. On joue vraiment sur cette question de bataille culturelle qui est en fait de non seulement, en effet, réussir à parler aux gens. Donc, c'est à la fois dire... Le problème, c'est qu'on ne peut pas dire... Il y a des néofascistes violents qui tapent des gens dans la rue, je peux pas le nommer autrement, quoi. Et alors il y a des gens qui vont se sentir visés, il y a des gens qui vont décider que, encore une fois, on est d'affreux gauchistes qui ne comprennent rien. En fait, ces gens-là, je suis obligé je peux pas décider nous ne pouvons pas, en termes de médias, commencer à se dire on ne va pas les froisser, parce qu'en fait il faut quand même nommer les choses, quoi. Et donc c'est vraiment des questions qu'on se pose à chaque fois, et des fois on nomme mal les choses. On a eu des histoires récemment de titres sur le portrait d'une jeune militante liée à Némésis qui, on s'est posé beaucoup de questions, on a fait un mauvais titre, on a changé et tout, donc c'est sur des questionnements sur lesquels en fait on se pose constamment des questions. Et après, par contre, nous, on essaye aussi, en tant que média, même si on pourrait penser que c'est pas vraiment notre rôle, de proposer autre chose, d'autres récits, d'autres discours sur la bataille culturelle, en fait, pour essayer, justement, de la mener, quoi. Parce que moi, je considère vraiment, à titre personnel, que l'extrême droite a fait ça depuis 30 ans, qu'elle a au départ un peu galéré, et qui maintenant, elle est à 200 sur l'autoroute, quoi. Et en fait, ça peut être nous aussi, à ce niveau-là, en termes de gauche, de médias indépendants. On a une dernière question sur... Moi, j'avais encore juste une remarque, c'est pas une question, juste pour dire que cette question de formation, elle me paraît importante, mais pas seulement la formation initiale, la formation permanente. Pour moi, la formation permanente, c'est aussi discuter entre collègues à la cantine, en fait, pour se muscler, pour avoir des forces, pour repérer, et c'est pas que les mots qu'on emploie dans nos articles, c'est aussi, je sais pas moi, la couleur brune quand on parle du Rassemblement national et pas du bleu comme parfois des infographistes pourraient être tentés de le faire. C'est cette vigilance-là ensemble qui va nous rendre plus forts. Voilà. Merci pour cette remarque. Dernière question, monsieur. Oui, alors moi je posais la question, je vois un peu ce qui se passe aux États-Unis où même par exemple Frontières qui voudrait avoir, je ne sais pas si vous connaissez Frontières, mais qui voudrait avoir une carte de presse. C'est-à-dire qu'on a une extrême droite qui n'a pas l'administration de la preuve, l'administration scientifique, la probité journalistique et qui se targue de créer des faits réels qui ne le sont pas. Comment on fait pour combattre ça en fait? Parce que est-ce qu'il y a des règles éthiques comme un ordre des architectes où on pourrait, mais c'est une liberté, la liberté de la presse. Donc comment on fait face à ça? Je ne sais pas quelles sont les positions des uns et des autres ici, mais c'est la question d'une profession réglementée ou pas. Et ça, c'est un débat qui a cours depuis, je pense, le début de la profession de journalisme et qui correspond à est-ce qu'il y a une vérité qui est... Enfin, comment dire est-ce qu'il y a une vérité qui existe ou pas et par qui elle est dite, quoi? Qui c'est qui fait les normes de ce qui est un bon journaliste, ce qui est une vraie? Et par exemple, moi j'ai la question, j'en parle souvent quand le mot fake news est apparu. En fait,
c'est quoi une fake news ? Une fake news, c'est le contraire d'une vérité. Et qui détient cette vérité ? Alors, il y a des fake news complètement fake, mais la plupart du temps, c'est plutôt des torsions de la vérité. Et du coup, je sais qu'il y a eu, je crois qu'il y a une histoire mais j'ai pas très bien suivi, de conseil de l'ordre, de gens à qui on envoie des trucs, quand on voit des choses dans la presse où on n'est pas d'accord, ils envoient et il y a des saisines. Bon, peut-être la camarade d'à côté pourra mieux dire, mais le conseil de la déontologie, j'avais plus le mot. Mais ça, c'est une vraie question de qui est dans ce conseil, quelles sont les règles selon lesquelles il parle, etc. Et voilà, du coup, je crois, moi je suis plutôt pour dire que c'est un débat politique en fait, et l'histoire de Jordan Florentin et de la carte de presse, ceux qui attribuent ou pas la carte de presse, c'est la CCIJP, en fonction de pour qui tu travailles et est-ce que ton média a un numéro et correspond à tel critère. On pourrait poser la même question, ceci dit, mais après ce serait remettre en cause une vieille institution, mais voilà, qui édicte les critères pour dire ceci est un média et ceci n'en est pas un, qui ça exclut, qui ça inclut, bref, c'est un peu la même ratatouille. Ouais, le problème majoritaire, moi je soutiens les jours et tout, ils font un travail sur l'extrême droite aussi qui est colossal, donc je vous appelle à les soutenir. Mais sur le truc de Jordan Florentin n'a pas de carte de presse, certes, mais en fait c'est pas ça qui est important, je trouve. C'est que le gars soit un mauvais journaliste et ment tout le temps. Qu'il ait une carte de presse ou non, vraiment, enfin pour moi ça change pas le côté. Et comment est-ce qu'on combat ça ? En fait en sortant des enquêtes pour essayer de à la fois débunker et en même temps, on connaît tous l'adage, le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier, donc ça nous coûte beaucoup d'énergie en tant que média d'aller débunker chaque dinguerie que peut sortir CNews, qui se veut donc comme le Mediapart de droite, pour ceux qui connaissent pas, spoiler alert, ils en sont très loin. Le fait est qu'en fait nous, en fait, le meilleur moyen de combattre ça, c'est de montrer derrière qui sait pourquoi nous, on a sorti des articles pour expliquer que les journalistes de Frontières parfois n'écrivaient pas les articles qu'ils ont signés, ce qui pour moi est un problème beaucoup plus grave que le fait de ne pas avoir de carte de presse. C'est de montrer, nous, pareil, que le compagnon de leur présentatrice star, Louise Morris, est un grand fan du Troisième Reich. Enfin, voilà, c'est vraiment de faire ce travail d'enquête-là pour montrer en fait aussi que ce média qui se revendique de ne pas être d'extrême droite, comme absolument tous les mouvements d'extrême droite, l'est en fait bel et bien, et à chaque fois promeut une version tordue à chaque fois de la réalité, quoi. Merci. C'est un combat politique plus que technique ou juridique. Voilà, ce sera le mot de la fin. Merci infiniment d'abord à vous, public, pour votre attention, pour avoir été présent, pour vos questions. Et évidemment, un grand merci à Elsa Sabado du collectif Hors Cadre, Christophe Cécile Garnier de Street Press, Marie Lénou de Rue 89 Lyon et Thomas Lemayeux du journal L'Humanité. Donc fin de ce débat, mais restez avec nous puisque dans quelques instants, on s'intéressera aux résistances syndicales et sociales face aux offensives de l'extrême droite. Il y aura Agnès Briançon du SNJ, Emmanuel Vire du SNJ CGT et Agnès Dupérin de la CFDT Bayard Presse. Merci, à dans un instant. Et tout le monde ici présent, et participe à des médias indépendants, donc soutenez les médias indépendants. En ce moment, voilà, Street Press est en campagne, à Rue 89 Lyon qui a besoin d'argent, L'Humanité aussi qui a besoin de soutien, les médias et le groupe Hors Cadre et tout qui ont besoin d'argent, donc n'hésitez pas, c'est comme ça aussi qu'on y arrive. Ils ont des millions, nous sommes des milliers. Merci. Média 25.